L'objectif du trader, c'est de réaliser une performance la plus élevée possible. 1 million d'euros, si on multiplie ça par 5, puis ensuite par 4, si on faisait ça tous les jours, ça ferait 20 millions d'euros par mois. Je dirais, ils ne doivent pas faire ça toute leur vie, parce qu'effectivement, on arrive à un moment où peut-être que, d'un point de vue physique, d'un point de vue stress, ça peut devenir dangereux. C'est le métier qui veut ça. C'est-à-dire, c'est un métier à pression. Voiture de luxe, costume de grand couturier, appartement de milliardaire, l'image des traders véhiculée par le cinéma est tenace. Le monde de la haute finance demeure un univers mystérieux et les traders préfèrent évoluer dans l'ombre. Pourtant, parfois l'actualité braque ses projecteurs sur ces maîtres de la bourse. Son nom fait la une de toute la presse. Jérôme Kerviel, l'homme qui a fait sauter la banque. Ce trader de la Société Générale est à l'origine de la plus grande fraude financière de l'histoire. 5 milliards d'euros, une somme absolument colossale. Tout le monde se demande comment de telles malversations ont pu être possibles sans que personne ne s'en aperçoive. Jeudi 24 janvier, devant un parterre de journalistes médusés, Daniel Bouton, PDG de la Société Générale, annonce que la banque a perdu près de 5 milliards d'euros sur les marchés financiers. Le 21 février. La conférence de presse, cette annonce à ce moment-là, a véritablement fait l'effet d'une bombe sur tout le monde. Il y a eu d'ailleurs on l'a senti dans les réactions même des journalistes à ce moment-là. Daniel Bouton annonce que le coupable est identifié. Cette perte serait l'œuvre d'un trader fou qui a engagé la banque à hauteur de 50 milliards d'euros. Cet homme seul avait construit cette entreprise en utilisant les instruments Société Générale et en trouvant l'intelligence, parce qu'il faut le dire, de réussir à échapper à toutes les couches de contrôle que nous avons. Cet homme, c'est Jérôme Kerviel, totalement inconnu jusque-là. Son nom fait alors la une de l'actualité dans le monde entier. The focus here at the bank's headquarters on Monday would have been on selling the huge stock holdings Kerviel had accumulated. Jérôme Kerviel, der mutmaßliche Milliardenversenker, zum Angriff. Trading bets that cost the bank $7 billion. Partout la même question, qui est ce mystérieux trader? C'est quelqu'un qui vient d'un milieu modeste. Son père était professeur dans une école de chaudronnerie. Sa mère avait un salon de coiffure. Il vient de Bretagne, d'un village en Bretagne. C'est quelqu'un qui n'a pas fait les meilleures études. Il a fait un master en finance à Lyon. Il est passé par l'université alors que les grands traders sont recrutés dans les grandes écoles de commerce. Donc c'est quelqu'un qui a une soif de reconnaissance, qui a envie de vous montrer qu'il est vraiment capable d'être un trader, d'être un grand trader. Il le dit lui-même un petit peu qu'il veut montrer qui est vraiment Jérôme Kerviel. Obsédé par son ambition, son parcours est exemplaire. D'abord contrôleur de risque, puis assistant trader, il gravit un à un tous les échelons pour enfin devenir trader. Mais dans la salle des marchés, il conserve un sentiment d'infériorité. Jérôme Kerviel, lui, c'est un petit trader, donc il gagnait peu par rapport aux stars de la finance. Donc son salaire fixe, c'était aux alentours de 60 000 euros. Il touchait un bonus qu'il a amené effectivement en 2006 donc son salaire total c'était 100 000 euros. Les stars de la finance peuvent toucher 1 million d'euros pour un bon trader qui rapporte beaucoup d'argent à sa banque. Donc il voyait bien qu'il y avait une différence avec les autres traders. Il voyait bien qu'il n'était pas comme eux, il voyait bien qu'il ne toucherait pas autant d'argent qu'eux, et il avait envie de leur montrer qu'il était même meilleur qu'eux, qu'il était capable de gagner encore plus d'argent qu'eux. Pour gagner plus d'argent que les autres, Jérôme Kerviel décide de prendre des risques. Pour cela, il mise des sommes beaucoup plus importantes que celles qui lui sont permises. Nous sommes en 2005 et c'est l'été. Il a une première fois joué comme ça au moment des attentats de Londres sur la baisse du titre Allianz, donc un assureur allemand, et il a gagné ce jour-là une somme de l'ordre de 500 000 euros. Et il s'est rendu compte que ça passait très bien, qu'il l'a déclaré à ses chefs. Ses chefs lui ont dit bon bah c'est pas bien de pas avoir fait selon les règles, mais comme tu as gagné de l'argent, c'est bon. Pendant 2 ans, Jérôme Kerviel fait gagner beaucoup d'argent à la Société Générale et prend de plus en plus de risques. En 2007, le trader bat même tous les records de bénéfices. Pour l'année 2007, Jérôme Kerviel est le trader qui a fait gagner le plus d'argent sur un seul coup à sa banque. Là aussi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, c'est que dans l'histoire, on n'a jamais vu un trader qui avait fait gagner à sa banque 1,5 milliard.
pour l'année 2007, avant de tout perdre ensuite. Mais ça s'était jamais vu. Pour atteindre ce chiffre record, Jérôme Kerviel a dû miser des sommes d'argent astronomiques qui dépassent de très loin les limites autorisées par la banque. Mais il craint que sa direction le découvre et préfère alors dissimuler son gain. Une fois qu'il a gagné autant d'argent, il est arrivé effectivement à une situation où s'il avait déclaré qu'il avait gagné 1,4 milliard, il risquait de se faire licencier parce qu'il n'avait pas respecté les règles. En même temps, il était fier de lui-même et il avait ce double désir, à la fois de le dire et de ne pas le dire. Donc il décide de faire une fausse transaction destinée à cacher son gain réel. Et cette fausse transaction a alerté les services de contrôle des risques, qui s'appellent les risk managers, qui là ont fait un calcul à partir des ratios de fonds propres engagés par la banque à ce moment-là. Et ils se sont rendus compte que les chiffres étaient délirants. En effet, le trader a misé sur les marchés près de 50 milliards d'euros. La Société Générale prend peur et décide de réagir. La banque n'a pas vraiment le choix, donc elle découvre qu'il y a 50 milliards engagés sur les marchés. 50 milliards, c'est une position qui est supérieure à ses fonds propres. Si jamais les marchés s'écroulent, eh bien la banque disparaît. Elle n'a pas assez d'argent pour faire face. Donc elle décide de tout liquider le plus rapidement possible. Et la Société Générale fait ça discrètement, donc elle confie ça à un trader expérimenté, sans le dire à personne au sein de la banque. Seules quelques personnes sont mises au courant. Et le débouclage est fait dans l'urgence. Une opération qui se solde par une perte de 5 milliards d'euros. La Société Générale n'est pas passée loin de la catastrophe. Là, on est déjà dans des chiffres qui font peur. C'est-à-dire que 5 milliards d'euros sur une seule personne, sur une seule position... Je veux dire, on va avoir du mal à battre ça, c'est le nouveau record à battre, donc aujourd'hui le concours est ouvert, si des gens veulent se présenter, ils peuvent y aller, mais je pense qu'on aura du mal. Est-ce que ça aurait pu être plus grave? Ça peut toujours être plus grave, mais on a du mal à imaginer comment ça aurait pu être plus grave. Si ça aurait pu être plus grave, c'est-à-dire perdre beaucoup plus d'argent, et que la Société Générale ne puisse pas le lundi, compte tenu de la perte qu'elle avait, assumer ses obligations. Le pire a été évité, mais les bureaux de la Société Générale sont perquisitionnés et ses principaux dirigeants interrogés. Jérôme Kerviel est mis en examen et écroué. 5 semaines plus tard, il sort de prison, sous contrôle judiciaire, jusqu'à un éventuel procès. Jérôme Kerviel retrouve la liberté, décision de la Cour d'appel de Paris. Le trader de la Société Générale a quitté la prison de la Santé. Il reste soumis à un contrôle judiciaire très strict. À la Société Générale. Depuis le début de l'affaire, Jérôme Kerviel a fait la une des médias et est devenu une star. Sur le net, les internautes se déchaînent et font de Kerviel un martyr du capitalisme. Mettre à l'honneur un jeune inconnu nommé Jérôme Kerviel qui venait de jeter 5 milliards dans une poubelle. Il vaut des milliards en or, en dollars, Picsou. Juste une question, monsieur, vous êtes à la Société Générale? À votre avis, connard! Cette affaire vient de mettre un coup de projecteur sur cette profession de trader. Elle véhicule également l'image du Golden Boy, sans foi ni loi, flambeur, joueur, prêt à quasiment tout pour gagner beaucoup d'argent. Alors cette image colle-t-elle à la réalité? Pour nous aider à répondre à cette question, nous sommes allés à la rencontre de ces traders. 6 h du matin, dans une banlieue huppée de l'ouest parisien. Tout le monde dort, sauf Arnaud, lui commence sa journée très tôt. À seulement 33 ans, Arnaud est trader depuis près de 10 ans et travaille pour la filiale d'une prestigieuse banque anglo-saxonne. Arnaud, toutes les journées commencent aussitôt que ça? Eh oui, c'est la dure loi du trading. Donc debout avant 6 h pour le café et puis les infos avant de partir. Et si ces journées commencent si tôt, c'est qu'Arnaud doit être à son bureau dès 7 h 30. Alors avant de prendre la route, il profite de son seul moment de calme de la journée pour s'informer des dernières nouvelles économiques. Là c'est un petit peu se mettre en contact avec l'information,
voir s'il y a des entreprises qui ont publié, si éventuellement il y a d'autres types d'informations liées à l'économie. On peut penser qu'en fonction de l'actualité économique ou même microéconomique, on va pouvoir faire des paris sur des entreprises ou sur une évolution du marché dans la journée. 6h30, toujours ponctuel, Arnaud quitte son domicile, direction le 8e arrondissement de Paris. Jusqu'à 19h, il restera arrivé à ses écrans d'ordinateur, suivant les moindres variations de la bourse, prêt à acheter et vendre des actions. Arnaud peut à lui tout seul miser sur les marchés jusqu'à 100 millions d'euros, une somme colossale qui n'autorise pas la moindre faute d'inattention. On passe des centaines d'ordres au quotidien et donc forcément on est obligé d'être là, je veux dire, aux aguets des fluctuations. Sur une journée au global, je pense que le plus gros gain, ça devait être de l'ordre d'1 million d'euros. Donc 1 million d'euros, si on multiplie ça par 5 puis ensuite par 4, si on faisait ça tous les jours, ça ferait 20 millions d'euros par mois, multiplié par 11 ou 12, ça fait tout de suite des énormes chiffres. On aimerait que ça soit comme ça tous les jours, malheureusement c'est pas le cas. Forcément on se souvient des plus grosses pertes, parce qu'il faut tirer les enseignements de ce qui n'a pas marché aussi. Je me souviens d'une perte particulière il y a pas si longtemps en fait, où les marchés se sont mis à décaler d'un coup. C'était une perte de l'ordre de 300 000 euros. BFM, il est 7h. Dépréciation d'actifs de 19 milliards de dollars, ce sont bien des dollars là, pour la banque suisse UBS. On a 19 milliards. Bah alors ça c'est une grosse nouvelle par exemple. Ça c'est une grosse nouvelle parce que 19 milliards c'est largement supérieur à ce que le marché pouvait prévoir. Et donc ça risque d'avoir un impact très négatif sur le marché. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas encore au bureau, mais on commence déjà à avoir des pistes sur la stratégie qu'on va pouvoir mettre en place. La perte financière enregistrée par la banque suisse va influencer les choix d'Arnaud pour la journée. À titre personnel, elle le touche particulièrement, car c'est dans cette banque qu'Arnaud a débuté sa carrière en 1998. Les cotations à la Bourse de Paris n'ouvrent qu'à 9h. Il ne reste donc qu'une heure et demie à Arnaud pour affiner sa stratégie. Au même moment, à l'autre bout de Paris, dans cette voiture de sport, Nassim, 37 ans, trader pour une grande banque française. Comme tous les jours, il retrouve deux collègues dans un café proche de son bureau. Dans leur contrat, ces traders ont une clause de confidentialité. C'est pour cela qu'ils ont décidé de témoigner à visage caché. Pour ces traders, la première préoccupation de la journée est toujours la même, vérifier les dernières infos financières. 3,55 et puis 4 pour le numéro de Nasdaq. Incroyable. Finalement, la bourse, elle ne s'arrête jamais. C'est 24 heures sur 24. Ah, c'est 24 heures sur 24. Exactement, c'est un flux tendu. On est dans un métier où il faut rester au courant. Vivre avec l'information fait partie intégrante de notre métier. Nassim est trader depuis plus de 10 ans, mais aujourd'hui, usé par le stress et la pression de son métier, il s'interroge sur son avenir professionnel. Et depuis le mini-crack boursier, ses doutes n'ont fait qu'augmenter. Honnêtement, cet été, à un moment donné, on pensait que c'était la fin du monde. En 10 ans de carrière, ça a rarement été comme ça. Le plus amusant quand même, c'est que maintenant, c'est pire. C'est-à-dire que la situation est plus mauvaise maintenant par rapport à cet effet. Entre-temps, à ce mini-crack boursier s'est greffée l'affaire Kerviel. Une affaire qui revient inévitablement dans les conversations et qui pour ces traders demeure un mystère. C'est vrai que quand on parle de marché volatile, ce qui s'est passé sur l'histoire Jérôme Kerviel, c'est un exemple même. C'est-à-dire que personne n'était au courant de ce qui se passait, le marché commençait à déballer, on ne comprenait pas ce qui se passait. Et on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait derrière, un acteur qui appuyait sur le marché, mais on ne savait pas ce qui se passait. Quand on n'a pas accès à une information, c'est là où ça commence à devenir dangereux. Il y a des gens qui savaient, parce que 2 jours avant, on entendait déjà, ouais, SocGen va annoncer un truc, on perd de 40 milliards. Il y avait des rumeurs, il y avait des choses. Il y avait déjà des rumeurs, donc des gens avaient déjà l'info. C'est une affaire difficilement compréhensible, surtout à notre niveau. C'est inimaginable, c'est démesuré, démesuré. Nassim, comment vous vous sentez avant d'aller travailler? On se sent tout excité, les amis. Ouais, tous les matins, on est content. C'est une nouvelle journée qui commence. Bah là, ça va être la découverte encore. Il n'y a aucune journée qui ressemble à une autre. Tous les jours, c'est un challenge, c'est une course à la réussite. Et cette journée ne commence pas sous les meilleurs auspices.
La veille, le prix du pétrole et de l'euro ont atteint des sommes records, entraînant une nouvelle chute des marchés financiers. En plein cœur de Paris, nous entrons dans la salle des marchés de la société Groupama. Un lieu dans lequel les caméras ne sont généralement pas admises. Philippe-Henri Burlisson en est le directeur. Il passe de poste en poste pour faire le point sur les dernières infos avec ses traders. Ici, vous êtes dans la salle de gestion des obligations et des taux de Groupama Asset Management, qui est la filiale de gestion d'actifs de Groupama SA. La salle des marchés, c'est l'antre des traders. Mais l'époque de la corbeille où des hommes s'agitaient et vociféraient leurs ordres d'achat est depuis longtemps révolue. Définitivement, une page est tournée. Mercredi, la corbeille sera devenue un objet de musée et aura fait place aux terminaux d'ordinateurs. La criée aura cédé sa place au système de cotation en continu, assisté par ordinateur. Aujourd'hui, l'atmosphère est plus sereine. Sur ces écrans, les cours de la bourse en direct et toutes les informations en temps réel. Donc ici, par exemple, on a un certain nombre d'indicateurs sur le marché des taux d'intérêt. On suit également les évolutions d'un certain nombre d'indices crédits. On suit l'évolution du pétrole, de l'euro-dollar. Et puis il y a un autre écran que je peux vous présenter ici, où on retrouve toutes les informations économiques qui vont tomber aujourd'hui. C'est ce que vous retrouvez en blanc sur les différentes zones, aux États-Unis, ici en zone euro dans les principaux pays. Donc voilà, c'est le genre de choses sur lequel on est très attentif tous les jours. L'idée, c'est surtout de réagir à toutes les données qui tombent et de revoir nos stratégies le plus rapidement possible dans les portefeuilles. La conséquence de ça, c'est de faire des ventes et des achats pour répondre à notre nouvelle stratégie. Dans cette salle, les femmes représentent 30% des effectifs, une originalité dans ce monde très masculin où 90% des traders sont des hommes. Les femmes, jugées alors trop émotives, étaient même interdites de toute activité boursière jusqu'en 1967. Aujourd'hui, Stéphane, un autre trader, est en difficulté. Depuis le début de la matinée, il cherche désespérément des acheteurs pour des actions en forte baisse. Tous les indicateurs sont dans le rouge. On essaye de vendre des positions que nous avons dans nos portefeuilles sur le marché, tout simplement. Parce que nous considérons que le risque que nous portons n'est pas encore suffisamment bien rémunéré. Alors, le problème, c'est qu'actuellement, sur le marché, la plupart des détenteurs veulent les vendre. Les coups de téléphone se succèdent, le stress monte, mais personne ne veut de ces actions. C'est difficilement vendable, je ne vais pas vous cacher la réalité et vous dire que c'est quelque chose qui est facilement vendable. Le marché est extrêmement difficile. Tout le monde... Ouais Fred, c'est impressionnant. Ne pas réussir à vendre, c'est le pire qui puisse arriver dans votre métier? Oui, c'est horrible. C'est horrible. Devant ces difficultés, Philippe-Henri, le directeur, intervient. Mais rien n'y fait, Stéphane ne vendra pas ses actions ce jour-là, une journée qui lui aura fait perdre beaucoup d'argent. Nous retrouvons Arnaud. Il est 19h et après une journée stressante, il retrouve le calme de sa maison auprès de sa femme Juliette. Bonne journée. Merci, monsieur, bonsoir. Poulet de légumes, ça te va? Ouais. Ça a été ta journée? Ouais, ça va, un peu dur, mais ça va. Une petite bouteille de vin, ça te dit? Ouais, bah tu vois, je sortais des verres à eau, je t'arrive à la main. Ok, on va se faire ça. Arnaud, tu es un passionné de vin? Écoute, ouais, ça fait 5-6 ans que je me passionne pour le vin. Et puis je participe même à des enchères pour garder un petit peu la même philosophie que les marchés, on va dire. Et je suis plus particulièrement passionné par le Bordeaux. Voilà, donc là en l'occurrence on sort un petit 2000, un Pauillac. C'est plutôt une bonne bouteille. T'as combien de bouteilles là? Écoute, avec cette cave et puis ça, je dois avoir 200 bouteilles. Il y a des très bonnes bouteilles, les grands crus, il y a des premiers crus classés. Et puis il me reste une bouteille de Château Margaux 95, grande année. Que ça, on ouvrira peut-être à la période des bonus à la fin de l'année, on l'espère en tout cas. Une bouteille estimée à 700 € qu'Arnaud compte bien garder pour une grande occasion. Ouais, moi tu sais, les jours où c'est un peu plus dur que d'autres.
Alors c'est une journée difficile Un aujourd'hui? peu plus dur, ouais. On a au moins cet avantage-là, c'est de pouvoir vivre avec toutes les conditions réunies pour se sentir bien une fois qu'on est sorti du cadre du travail, même si on a toujours la pression qui met quelques temps à redescendre. Mais heureusement, on a son soutien quotidien. Une collection de 20 millésimés, une maison décorée par un architecte d'intérieur. À 33 ans, Arnaud a réussi et s'est créé un univers doré pour oublier le stress quotidien. Jusqu'à 19 ans, il pensait devenir joueur de foot professionnel. Mais une blessure a mis fin à ses rêves. Pourtant aujourd'hui, son salaire est proche de celui d'un footballeur. Un trader action aujourd'hui à Londres, qui a une dizaine d'années d'expérience, il peut gagner jusqu'à, allez, on peut dire 2-3 millions d'euros par an, bonus inclus. À Paris, c'est déjà plus dur. Et donc, on peut arriver à des niveaux de salaire, allez, on va dire sur des très belles années, de l'ordre de 1 million, 1,5 million d'euros. Une somme énorme, pourtant l'aspect financier n'est pas sa principale motivation. On a toujours la fameuse image de Gordon Gekko, Michael Douglas, dans Wall Street. J'avais cette image, mais c'était pas cette image-là forcément qui m'attirait. C'était vraiment, je pense, le côté pluridisciplinaire de ce métier-là et cette tension au quotidien, cette capacité à engranger le stress et la volonté d'aller de l'avant aussi pour toujours gagner plus. Quand on a des positions très importantes et quand on est sur des marchés très volatiles comme on a pu connaître récemment avec les problèmes qu'on rencontre sur les marchés américains, c'est omniprésent, hein. On y pense tout le temps. Moi je trouve que c'est quelque chose qu'Arnaud gère plutôt bien, donc quand il rentre le soir, c'est pas quelque chose qu'il va montrer. Par contre, effectivement, on le sent tracassé quand il rentre. Je vois les allers-retours sur l'ordinateur pour surveiller le marché. Et il n'est pas excessivement disponible parce que, voilà. Et encore une fois, comme dit Arnaud, ça dépend des journées, ça dépend de ce qui s'est passé sur les marchés. Et il y a des journées où ça se passe très bien et voilà, et tout va bien à la maison aussi. Je comprends qu'il aille regarder, ça le rassure, après il passe une meilleure soirée. C'est vrai qu'il est moins disponible dans sa tête. Mais encore une fois, Arnaud, c'est quelqu'un qui arrive pas trop mal à gérer ça. Non, on a une petite règle entre nous, c'est de pas parler boulot en rentrant pour pas justement se prendre trop la tête. Donc il gère ça de son côté, moi du mien. 20h32, les marchés américains ils ferment à 22h. Donc 1h30 avant la fin des marchés américains, on a une vraie tendance en principe de là où ils devraient clôturer. C'est bien, les marchés montent, notamment le Nasdaq 1%. Donc demain matin, on devrait ouvrir de manière assez positive et ça, c'est plutôt de bonne augure. Avant d'exercer son métier à Paris, Arnaud, comme beaucoup de jeunes traders français, s'est expatrié à Londres pendant 4 ans. Une opportunité qui lui a permis d'accroître son expérience et d'accélérer son ascension professionnelle. Londres, au cœur de la City, le quartier des affaires, la capitale britannique est en passe de devenir la première place financière du monde. Ici, la réussite s'affiche et les Français accourent par dizaines de milliers pour tenter leur chance. La plupart des banques françaises y ont délocalisé leurs activités de trading et près d'un tiers des traders est français. 6h30 du matin dans une banlieue chic de Londres. Nous retrouvons Jérôme, 27 ans. Ce Français installé ici depuis 2 ans et demi est trader pour une banque française. Avant de faire sa place au milieu des 300 traders qui travaillent à ses côtés, Jérôme a eu des difficultés pour prendre ses marques et a dû s'adapter au rythme de travail à l'anglaise. Il faut être capable d'être à 7 heures sur sa chaise, à travailler dès la première seconde. Il y a déjà les courtiers qui sont là depuis 1 heure, ils savent ce qui se passe, ils hurlent les prix dans la boîte toutes les 5 secondes. Donc il faut vraiment être au taquet dès la première seconde. J'ai quand même galéré pendant 1 an à peu près, à m'adapter au rythme, etc. Mais au bout d'un certain temps, on se rend compte que finalement c'est plutôt pas mal. Moi, c'est ce qui me pousse à me lever le matin. En moins de 3 ans, Jérôme a réussi à se faire une place dans le trading et est aujourd'hui sur le chemin de la réussite. Mais depuis quelques semaines, ses résultats sont catastrophiques et ne présagent rien de bon pour ses bonus de fin d'année. En ce moment, c'est la poisse, il y a plein de gens qui ont la poisse.
Même les traders qui font d'habitude beaucoup d'argent, ce mois-ci, il y en a qui perdent énormément. Il y a des mecs qui sont au bord de la crise de nerfs. Moi je résiste un peu, mais j'ai perdu énormément d'argent la semaine dernière. Je suis à 0 sur l'année d'ailleurs. Mais l'important c'est de ne pas se focaliser sur la perte aussi. Parce que si tu te focalises sur la perte, tu vas avoir tendance à vouloir dire bon il faut que je me refasse. C'est là qu'il faut garder son sang-froid, toujours penser à la stratégie, toujours réfléchir intelligemment au lieu de se focaliser sur la perte que tu as faite ou vouloir absolument te refaire. Mais c'est pareil au casino d'ailleurs. Le mec qui veut se refaire, généralement c'est là qu'il perd le plus. Parce qu'il n'a pas de stratégie. Avoir une stratégie, c'est la clé pour réussir dans le trading. Les traders sont avant tout des stratèges et non des joueurs. Le trader, c'est tout, sauf un joueur de poker, mais un joueur de poker qui jouerait la chance. Je crois que les grands joueurs de poker sont au contraire des gens qui ont une approche ultra scientifique de leur et ultra logique, cognitive de leur jeu. Et le trader, il est un peu comme ça. C'est pas le joueur de poker du dimanche. Le trader doit justement avoir une distance par rapport à l'argent. Lorsqu'il est en train d'exécuter ses opérations, il ne se préoccupe que des résultats financiers, il risque de se faire très mal pour une raison précise, c'est qu'après un gain, il se sentira invincible et prendra des risques de plus en plus importants, ou après une perte, il doutera de ses compétences et prendra également dans cette situation des risques importants puisqu'il est victime d'un biais psychologique extrêmement connu qui s'appelle l'aversion aux pertes. En situation de perte, les individus sont dans une situation d'inconfort et refusent de regarder la réalité en face, et au lieu de sortir de cette position et d'accepter, d'assumer finalement cette perte, ils s'entêtent et prennent des risques de plus en plus importants. C'est de cette façon que ces dernières années, quelques traders ont connu des pertes astronomiques. Au palmarès des traders les plus fous de l'histoire, le grand gagnant est Brian Hunter. Ce Canadien de 32 ans parie en 2007 sur la hausse du gaz naturel. Mauvaise intuition, il perd 6,5 milliards d'euros. Numéro 2, Yasuo Amanaka, il perd près de 2 milliards d'euros en 1998. Numéro 3, John Rusnak, avec 500 millions d'euros de pertes. Mais le plus célèbre d'entre eux reste Nick Leeson. Toute la presse britannique cherche à comprendre depuis ce matin comment un jeune courtier de 28 ans a pu ruiner pratiquement à lui tout seul l'une des plus anciennes banques du Royaume-Uni dont il était l'employé, la Barings, aujourd'hui en faillite, comptait parmi ses clients la reine d'Angleterre en personne, et Nick Leeson, le jeune courtier en question, est aujourd'hui introuvable. En 1995, Nick Leeson est trader à Singapour lorsqu'il perd à lui tout seul près d'1,5 milliard d'euros. Déjà à l'époque, cette affaire provoque un choc dans l'opinion publique et suscite des interrogations sur le pouvoir des traders. C'est incroyable vraiment qu'une seule personne puisse être responsable de telles sommes d'argent. Après 2 mois de cavale, Nick Leeson est arrêté et condamné à 6 ans de prison. Mais cette affaire fait également sa fortune. Son autobiographie devient un best-seller et est adaptée pour le cinéma avec Ewan McGregor. C'est pour éviter ce type de catastrophe que toutes les banques ont des systèmes pour contrôler leurs traders. Retour chez Groupama. Ici, il y a 8 contrôleurs de risque pour 20 traders. Leur rôle est de vérifier que les risques pris par les traders ne sont pas trop élevés. Mais surprise, les contrôleurs n'ont pas pour rôle d'empêcher la prise de risque, mais seulement d'éviter qu'elle ne dépasse certaines limites. Le contrôle des risques n'est pas là pour empêcher les gérants de prendre des risques, mais au contraire, pour les aider à prendre ces risques à bon escient. On sait qu'on ne peut pas faire de performance sans prendre de risques, et donc il convient de prendre en fait les bons niveaux de risque et de positionner ces risques sur les bons endroits, sur les facteurs sur lesquels on souhaite être sensible, pour générer de la performance pour les fonds. Il est 18 h, les traders viennent de clôturer leurs comptes et de les envoyer à leurs contrôleurs, à eux de les vérifier. En cas de dépassement, on est là pour avertir immédiatement la gestion pour dire qu'il y a un dépassement sur tel ou tel type de règles d'investissement. Dès qu'une valeur est calculée, on peut tout de suite voir ces portefeuilles et donc la réactivité est assez forte. Donc ça fait que les dépassements, il y en a de temps en temps, on va pas vous dire qu'il n'y en a pas, mais c'est assez mineur et donc ils sont tout de suite remis à niveau. Avec ce type de contrôle, est-ce qu'il est possible qu'un trader puisse dissimuler un dépassement ? Ils ne peuvent pas dissimuler. Enfin, ça ne se fait pas. Vu la façon dont se fait la validation des portefeuilles, la validation de tous les portefeuilles, il est impossible.
je touche du bois, mais il n'est pas possible de pouvoir dissimuler le véritable état d'un portefeuille. En tout cas, chez Groupama, il est impossible de pouvoir falsifier entre parenthèses un portefeuille. Or, depuis l'affaire Kerviel, les contrôles effectués dans les établissements financiers sont l'objet de toutes les interrogations. Car l'explication du trader fou ne semble pas convaincre les journalistes et les économistes. Dès les premiers jours, cette thèse est même remise en cause dans la presse. Dans ses premiers articles, Nicolas Cory, le journaliste de Libération, pointait déjà ces zones d'ombre. Donc là on était le 28 janvier. Une énigme, 3 questions. Un trader peut-il investir 50 milliards d'euros tout seul? Comment échappe-t-il au contrôle? Et comment la banque finalement a perdu ses 4,9 milliards? Il y a 2 possibilités dans l'affaire Kerviel. Soit il a agi seul, et dans ce cas-là, on peut dire globalement que c'est l'équivalent d'une banque qui ouvrirait tous ses coffres au public, donc il suffit de rentrer et de se servir. Soit il n'a pas agi seul, et ça serait tant mieux pour la banque, parce qu'on arriverait à prouver que finalement la banque a mis en place ses contrôles, mais qu'ils étaient tellement forts, et qu'ils étaient plusieurs, et que c'est un gang organisé. S'il s'avère que ce n'est pas un gang organisé, ce qui a l'air d'être le cas, on est dans la situation la plus absurde qu'on puisse imaginer. Il est assez difficile, quand on a travaillé en salle des marchés depuis des années, d'imaginer qu'une seule personne puisse prendre autant de positions, avec en plus peu d'expérience finalement, même si elle a réussi, je dirais, à passer certaines firewalls, c'est-à-dire des contrôles, mais au-delà de ça, il est évident que ça paraît un petit peu gros. Il y a une enquête, donc l'avenir dira de quoi il en retourne, mais il y a beaucoup de zones d'ombre qui font que globalement on a du mal à croire la version officielle. 20h, nous retrouvons Nassim et ses 2 collègues traders. Ils se rendent dans un bar pour décompresser après leur journée de travail. Les problèmes de contrôle dans l'affaire Kerviel ont surpris tout le monde financier, y compris ces 3 traders, pour qui les contrôles sont plus qu'efficaces. On est contrôlé par comme a dit Thibault, par des limites. Dès lors que les limites, surtout sur la perte, sont atteintes, il faut couper la position. En fait, tu as des limites en termes de risque, tu peux prendre une position plus grosse que tu n'as le droit, et tu es limité en termes de pertes, on va dire financières, tu vois. Sinon, ça ferait des traders fous partout. Quelqu'un qui va exploser ses limites dans la journée, le soir même, il sera contrôlé. Tes vacances. Ah ouais. Ce soir, on fête aussi le départ en vacances de Thibault, une semaine de repos loin des aléas du monde boursier. Il faut quand même se rendre compte que c'est un métier qui est difficile au niveau nerveux. C'est un métier qui requiert une grande force de caractère. Ah, ça use, ouais. C'est fatigant. C'est fatigant. Ça use le mental. Mentalement, t'es fatigué, quoi. Ça t'atteint physiquement. Peut-être pas physiquement. Le trading a été identifié comme un des 3 postes générant le plus de stress dans une banque. Depuis quelques mois, 3 cas de suicide ont été recensés dans les établissements financiers. Malheureux concours de circonstances, un de ces suicidés concernait un trader de la Société Générale. Une information passée inaperçue jusqu'à l'affaire Kerviel. Un saut fatal depuis une passerelle enjambant une route à quelques pas de l'Arche de la Défense. Un cas qui illustre pour les syndicats la course au bonus et la grande solitude des traders. Pour beaucoup de traders, le sport devient un exutoire. Ce soir, comme 2 fois par semaine, Nassim se rend dans son club de sport. Un club très sélect où il vient se détendre pour oublier le stress des marchés financiers. Eh ben là, c'est le meilleur moyen de se détendre, de manière à rentrer à la maison avec la tête complètement vide. On oublie tout. Et puis ça permet de rester zen, de contrôler des situations. Le sport, c'est une discipline. Une discipline qu'il s'est imposée dès ses débuts. Avant de devenir trader et de gérer des dizaines de millions d'euros, Nassim a été durant 3 ans assistant trader. Un passage obligé qu'il qualifie lui-même d'ingrat, mais qui lui a permis d'apprendre le métier. C'est pas un métier que tout le monde peut faire. Il faut faire ses preuves, il faut passer une longue période d'apprentissage. Il n'y a personne qui donne à une autre personne une somme d'argent pour jouer. C'est pas un jeu, c'est un métier sérieux dans lequel il y a beaucoup de règles qui sont définies et on peut pas faire ce qu'on veut. Aucun individu ne peut se dire du jour au lendemain je suis un bon trader. Ça demande un travail de longue haleine. Ça demande une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance des marchés financiers, une meilleure maîtrise de la manière dont agissent les autres opérateurs. Et donc nous ne sommes pas habitués à agir dans un environnement incertain comme les marchés financiers. Les futurs traders sont-ils conscients de ces difficultés? À l'université de Paris-Dauphine, ils sont une trentaine d'étudiants à suivre le Master 203,
le diplôme le plus réputé pour devenir trader. Dans cette salle, ils étudient le trade des matières premières avec Philippe Chalmin. Et comme dans une vraie salle, le compte des bourses mondiales. Alors on va commencer par le pétrole qui a encore fait la une de l'actualité cette semaine. Donc il a atteint jusqu'à 111 $ en séance à New York le jeudi 13. Aujourd'hui, comme les cours remontent, il y a de plus en plus de volatilité. Dans quelques mois, ces étudiants feront leur entrée dans la salle des marchés. Leurs professeurs les mettent en garde dès maintenant sur l'obligation de commencer tout en bas de l'échelle. Vous ne démarrerez pas comme trader, hein. Vous démarrerez dans le back-office. Hein. Soyons clairs, c'est les traders qui sont les rois. Ce que nous essayons, c'est de leur apprendre à raisonner. Je leur fais un cours qui est de plus en plus, je dirais, presque un cours d'histoire, pour leur apprendre la profondeur et l'histoire des marchés. Nous livrons des produits qui sont des gens qui savent réfléchir. C'est ça que je voudrais que nous livrions. Maintenant, les techniques, elles s'apprendront sur le tas. Pierre et Céline sont deux étudiants du Master 203. Bien que n'ayant jamais mis les pieds dans une salle des marchés, ils ont déjà une idée bien précise sur le métier de trader. Quand on est trader, on sait que c'est pas un métier calme. Et ça va tout le temps bouger, on va être en permanence, on va se demander en permanence si c'est bien, on n'a pas pris trop de risques. Et c'est un peu, moi c'est un peu ce côté d'adrénaline aussi qui m'attire dans le métier de trader. Je pense que avec les niveaux de stress qu'ont les traders, il faut vraiment avoir une forte motivation pour faire ce métier, quoi. C'est pas uniquement l'appât du gain. Et comme Pierre et Céline, de plus en plus de jeunes Français veulent se lancer dans les métiers de la finance. De retour à Londres, nous rencontrons Guillaume, un de ces jeunes Français partis tenter sa chance de l'autre côté de la Manche. Comme tous les midis, Guillaume n'a que 5 minutes pour s'acheter un sandwich qu'il mangera entre 2 coups de téléphone. À 24 ans et après des études de finance à Poitiers et en Angleterre, il est aujourd'hui en période d'essai comme trader junior pour la société IG Markets. Dans cette salle des marchés, la centaine de traders vient de toute l'Europe pour pouvoir répondre à leurs 55 000 clients, en grande majorité des particuliers. C'était un stock ou c'était une limite? Il est 12h30, Guillaume trouve enfin un petit moment pour manger son sandwich, mais impossible pour lui de prendre une vraie pause pour déjeuner. C'est tous les jours comme ça, c'est entre 2 coups de téléphone, on mange sur le bureau. Les autres vont faire pareil dans un moment. Lorsque moi, qui parle français, je pars, ça veut dire qu'il reste 1 ou 2 personnes maxi qui parlent français aussi. On ne peut pas s'absenter vraiment longtemps, parce qu'à chaque fois, c'est une langue qui disparaît, à laquelle on ne peut plus répondre. Et pour tous les traders, c'est le même rituel, un déjeuner gastronomique, avalé sur le pouce. Les marchés financiers ne font jamais de pause, chaque trader passe des centaines d'ordres par jour. Au total, l'ensemble des traders effectuent près de 900 000 opérations par mois pour le compte de leurs clients, des clients souvent très pressés. Là, il y a de l'adrénaline, vraiment, où voilà, faut passer le moins de temps possible avec chaque client, mais être le plus efficace, répondre à leurs questions, passer leurs trades et enchaîner. En fait, il y a plus d'adrénaline ici les jours où c'est... IG Market, Guillaume? You have to wait. There is pre-market in Nasdaq, but... Allô? Ok, fair enough. Là, il me demandait un prix sur une action américaine qui va ouvrir dans 13 minutes. Et il a raccroché. Il avait visiblement l'air pressé. Il a raccrochonné. Ouais, il m'a raccrochonné, ouais. Ça arrive régulièrement, les gens qui demandent un prix. Où est tel prix? Qu'est-ce qui se passe sur mon compte? Et puis, dès que vous leur avez donné la réponse, bang, ils sont déjà partis ailleurs. Ils n'ont pas dit au revoir, ni rien. Tout l'après-midi, les téléphones ne cessent de sonner dans une ambiance assourdissante. Et à une demi-heure de la fermeture des bourses européennes, le rythme s'accélère encore. C'est le moment où les clients veulent récupérer leurs gains. Mais aujourd'hui, tout ne se passe pas comme prévu. C'est l'alarme incendie. Guillaume semble un peu perdu et ne sait pas quoi faire. Ça pouvait pas plus mal tomber, c'est pas possible. Ça s'est jamais présenté comme cas. Mais l'alarme incendie n'est pas un exercice. Un feu s'est déclaré au... C'est pas possible. Ça s'est jamais présenté comme cas. Mais l'alarme incendie n'est pas un exercice.
un feu s'est déclaré au 4e étage et les traders sont obligés d'évacuer l'immeuble sans pouvoir en avertir leurs clients. Les traders sont regroupés sur le trottoir sans savoir ce qui va se passer pour leur portefeuille d'actions. C'est un très mauvais moment, c'est le moment juste avant la clôture où les gens doivent dénouer leur position, les gens veulent savoir ce qui se passe sur les ordres qu'on travaillait pour eux. Il n'y a personne pour répondre à leurs appels maintenant. J'ai aucune idée de ce qui va se passer, comment ça se passe. 3 quarts d'heure plus tard, le début d'incendie est maîtrisé et les traders sont autorisés à entrer dans le bâtiment. À peine revenu à son poste, Guillaume tente de reprendre les choses en main. Il appelle un par un tous ses clients pour les informer de la situation de leur portefeuille et fait les dernières vérifications de ces transactions. Des vérifications qui lui prendront plus d'1 heure. Heureusement, il n'y a pas eu de catastrophe. Son salaire de 2 500 € par mois l'oblige à vivre en colocation dans une petite maison de la banlieue de Londres. C'est donc en métro qu'il rentre chez lui. 45 minutes plus tard, Guillaume arrive enfin à son domicile. S'il a choisi de s'installer à Londres, c'est parce qu'il pense qu'il aura plus de chances de réussir ici qu'à Paris. C'est la capitale financière européenne, peut-être même mondiale maintenant d'ailleurs en termes de capitaux gérés. Ici on se sent beaucoup plus libre. Quelqu'un qui arrive ici, peu importe vraiment ses origines, ce qui compte c'est ce qu'il arrive à faire sur le tas. C'est là qu'il va être testé vraiment. Pour Guillaume, tout ne s'est pas passé comme il l'aurait voulu. À son arrivée à Londres, tout juste diplômé, il est recruté par un fonds d'investissement comme trader. Et pour ses débuts dans la finance, la chance lui sourit. Le premier mois où j'ai commencé, j'ai directement gagné. Dès le premier jour, petit à petit, pendant tout le premier mois, ça fonctionnait jusqu'à un certain mois de juillet 2007. Ce mois-là, Guillaume empoche 75 000 €. Croyant en sa bonne étoile, il réinvestit tout sur les marchés. Malheureusement, la crise boursière passe par là et Guillaume est entraîné dans la chute. En quelques jours, il perd tout et se fait licencier. On se sent juste mauvais, médiocre, on se sent juste nul, rabaissé, on perd toute envie de combativité ou ce genre de choses. Ouais, c'est une énorme remise en question, ouais. Beaucoup de doutes autour. Ouais. Il est 20 h, Jérôme a passé la soirée dans un club de striptease branché avec ses courtiers, les personnes chargées de passer les ordres des traders. Sur chaque opération, les courtiers touchent une commission. Ils ont donc tout intérêt à soigner leur relation avec les traders. C'est soirée habituelle, c'est-à-dire que le courtier nous invite parce qu'on est son client et que donc il veut garder des bonnes relations. C'est un des moyens qu'ils ont trouvé pour garder les traders comme clients. Donc on ne peut pas recevoir n'importe quoi comme cadeau. Et quand on le reçoit, il faut déclarer la valeur nominale de ce qu'il représente. Selon la valeur nominale, il faudra partager ou alors il faudra peut-être payer des impôts dessus. Ces relations entre les traders et leurs courtiers sont donc très contrôlées. C'est pour cette raison que nous n'avons pas pu filmer cette soirée. Quant aux cadeaux, ils peuvent aller de la simple bouteille de vin jusqu'au voyage dans les Caraïbes. Ça fait partie des motivations, mais finalement ça n'arrive pas au premier plan évidemment, parce que quand on commence le trading, on ne se doute pas que les relations avec les traders, les relations avec les courtiers vont être aussi quelque chose d'aussi important finalement. De retour chez lui, Jérôme n'en a pas fini avec les marchés financiers. Passionné par son métier, il n'hésite pas à jouer une partie de son salaire en bourse. Là j'ai quelques positions sur le marché des actions à la Bourse de Paris, c'est pour mon propre compte. Je regarde les news de la journée. C'est une passion et puis ça fait aussi partie, comme j'ai accès aux outils, que je sais ce qui se passe, que j'ai plus d'informations que le kidam vu que je travaille sur le marché toute la journée, je suis plus apte à prendre des décisions, donc j'en profite en fait. Sa stratégie du moment, échanger son salaire en livres sterling contre des euros, car Jérôme n'a pas l'intention de s'éterniser en Angleterre. Si l'euro monte trop,
ça diminue d'autant ton salaire en livres sterling. Il faut donc essayer de suivre le marché, voir quelles sont les nouvelles en Europe, quelles sont les nouvelles ici, pour essayer plus ou moins de prévoir le cours et racheter des euros avant que ce soit trop cher. Et tous les traders français font comme Jérôme. Un trader de son expérience gagne entre 150 et 300 000 euros par an. Un salaire très élevé, en grande partie constitué par les fameux bonus. Les bonus représentent la fourchette, ça peut être 0% pour un trader, puisque évidemment s'il fait 0 ou négatif, il a rien, jusqu'à 200 ou 250% du salaire, je dirais à peu près. Pour les Français installés à Londres, ces bonus sont versés en toute légalité dans des paradis fiscaux. Mais cette rémunération à la performance ne pousse-t-elle pas les traders à prendre trop de risques? La problématique de la rémunération des traders est très complexe, parce qu'elle a 3 dimensions. La première, c'est que on pourrait les payer avec un salaire fixe très important, mais d'un coup, on pourrait se dire aussi qu'ils n'ont plus de motivation à gagner. Donc c'est la première chose qui est un problème. Ensuite, le problème qu'on a, c'est que si on ne les motive pas suffisamment sur les gains, ils s'en vont. Ils vont à la concurrence ou ils montent leurs propres fonds. Donc on est obligé de les payer à la performance. Les traders ont toujours été payés à la performance et on ne peut pas imaginer un autre système. Retour chez Guillaume, malgré son premier échec londonien, il n'a pas abandonné son rêve de devenir un grand trader. Alors il sacrifie tout son temps libre pour mettre au point un modèle mathématique, une martingale, qui le ferait gagner à tous les coups en bourse. J'essaie de programmer un système qui achèterait et qui vendrait tout seul. Ça permet de retirer l'aspect psychologique du trading et de laisser faire la machine. Le but, c'est de trouver un modèle qui va marcher tout le temps, j'ai envie de dire. Un projet un peu fou qui ferait de Guillaume une star des marchés financiers. Cette formule lui permettrait d'égaler les plus grands traders de la planète, mais pas seulement. D'avoir que les honneurs, non, ça suffirait peut-être pas. Ouais, j'ai bien envie aussi de retirer les fruits de ces honneurs aussi. Ouais. Donc c'est pas... Non, je pense que les deux vont de pair. Hein, un petit peu. On peut pas dire j'ai juste envie d'être meilleur que les autres, ce serait mentir, quoi. Non, il y a aussi une envie de gagner beaucoup d'argent. Car dans le trading, les salaires peuvent atteindre des sommets. Chaque année, le classement des traders les mieux rémunérés est publié. En 2007, les 5 premiers de ce classement sont américains et sont des vétérans des marchés financiers. Le grand gagnant est John Paulson avec plus de 4,5 milliards d'euros. À Paris, nous retrouvons Arnaud. Ce soir, notre trader fait la fête. Il n'est pas encore 19 h et il retrouve des amis traders dans un club huppé de la capitale. Enchanté. Romain, je te présente Charles. Arnaud et ses amis sont des habitués des lieux. Ils viennent y passer 1 à 2 soirées par semaine. Un lieu chic et branché qui n'est pas à la portée de tous. Plus de 3%, j'étais flat. Ah ouais? On a la chance de pouvoir aller dans les endroits un petit peu sympas à Paris et il faut en profiter. Hein. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour profiter des beaux endroits. Hello! Au fil de la soirée, le petit groupe de traders s'agrandit. Ce soir, la bonne humeur est générale. La bourse est montée de 3%. Dans cette période de morosité, c'est devenu tellement rare que ça se fête. Au marché? Ah oui, au marché, surtout au marché. Et surtout Probablement l'objectif numéro 1, c'est de se retrouver pour évacuer la pression. Bon, en l'occurrence, aujourd'hui, c'était une très bonne journée, donc la pression, on peut dire qu'aujourd'hui, elle n'a pas été omniprésente. Ça a été plus une journée d'euphorie. Et quand ces traders font la fête, ils ne regardent pas à la dépense. Leur salaire leur permet de ne pas compter, mais ce ne sont pas des flambeurs. Bah écoute, on verra bien. Dans un restaurant comme ça, on compte pas les biens, on regarde pas le prix des plats, on part en week-end, quand on décide de partir en week-end, peu importe en fait le prix de la nuit, la catégorie de la chambre, etc. quoi. Parce que c'est vrai que c'est un boulot qui par rapport à d'autres personnes de mon âge demande plus d'investissement, plus de stress et tout ça, donc il y a bien un moment il faut compenser. Il faut se faire plaisir parce qu'on gagne on gagne plutôt bien sa vie, mais je pense aussi qu'on doit aussi prendre en compte le fait que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est l'heure, écoute, tu sais. Il n'est que 22 h et pour Arnaud, c'est déjà la fin de la soirée. Car demain, il devra de nouveau se lever à 6 h du matin, à un rythme de vie épuisant
qu'il endure depuis 10 ans. Tant que la passion sera là, on fera ce métier jusqu'à ce que on ait à un moment donné la prise de conscience qu'on a moins envie de se lever, moins envie de faire ce job, et à ce moment-là, on partira pour d'autres horizons. Arnaud, Nassim, Jérôme et Guillaume nous ont permis d'entrouvrir les portes de la haute finance. Les traders apparaissent alors très éloignés des idées reçues. Si le stress, la pression, les dizaines de millions brassés chaque jour font partie de leur quotidien, les traders sont ni des joueurs ni des flambeurs, mais d'abord et avant tout des passionnés des variations de la bourse. De soi, une meilleure connaissance des marchés financiers, une meilleure maîtrise de la manière dont agissent les autres opérateurs. Et donc nous ne sommes pas habitués à agir dans un environnement incertain comme les marchés financiers. Les futurs traders sont-ils conscients de ces difficultés? À l'université de Paris-Dauphine, ils sont une trentaine d'étudiants à suivre le Master 203, le diplôme le plus réputé pour devenir trader. Dans cette salle, ils étudient le trade des matières premières avec Philippe Chalmin. Et comme dans une vraie salle, le compte des bourses mondiales. Alors on va commencer par le pétrole qui a encore fait la une de l'actualité cette semaine. Donc il a atteint jusqu'à 111 $ en séance à New York le jeudi 13. Aujourd'hui, comme les cours remontent, il y a de plus en plus de volatilité. Dans quelques mois, ces étudiants feront leur entrée dans la salle des marchés. Leurs professeurs les mettent en garde dès maintenant sur l'obligation de commencer tout en bas de l'échelle. Vous ne démarrerez pas comme trader, hein. Vous démarrerez dans le back-office. Hein. Soyons clairs, c'est les traders qui sont les rois. Ce que nous essayons, c'est de leur apprendre à raisonner. Je leur fais un cours qui est de plus en plus, je dirais, presque un cours d'histoire, pour leur apprendre la profondeur et l'histoire des marchés. Nous livrons des produits qui sont des gens qui savent réfléchir. C'est ça que je voudrais que nous livrions. Maintenant, les techniques, elles s'apprendront sur le tas. Pierre et Céline sont deux étudiants du Master 203. Bien que n'ayant jamais mis les pieds dans une salle des marchés, ils ont déjà une idée bien précise sur le métier de trader. Quand on est trader, on sait que c'est pas un métier calme, et ça va tout le temps bouger. On va être en permanence, on va se demander en permanence si c'est bien, on n'a pas pris trop de risques. Et c'est un peu, moi c'est un peu ce côté d'adrénaline aussi qui m'attire dans le métier de trader. Je pense que avec les niveaux de stress qu'ont les traders, il faut vraiment avoir une forte motivation pour faire ce métier, quoi. C'est pas uniquement l'appât du gain. Et comme Pierre et Céline, de plus en plus de jeunes Français veulent se lancer dans les métiers de la finance. De retour à Londres, nous rencontrons Guillaume, un de ces jeunes Français partis tenter sa chance de l'autre côté de la Manche. Comme tous les midis, Guillaume n'a que 5 minutes pour s'acheter un sandwich qu'il mangera entre 2 coups de téléphone. À 24 ans et après des études de finance à Poitiers et en Angleterre, il est aujourd'hui en période d'essai comme trader junior pour la société IG Markets. Dans cette salle des marchés, la centaine de traders vient de toute l'Europe pour pouvoir répondre à leurs 55 000 clients, en grande majorité des particuliers. C'était un stock ou c'était une limite? Il est 12h30, Guillaume trouve enfin un petit moment pour manger son sandwich, mais impossible pour lui de prendre une vraie pause pour déjeuner. C'est tous les jours comme ça, c'est entre 2 coups de téléphone, on mange sur le bureau. Les autres vont faire pareil dans un moment. Lorsque moi, qui parle français, je pars, ça veut dire qu'il reste 1 ou 2 personnes maxi qui parlent français aussi. On ne peut pas s'absenter vraiment longtemps, parce qu'à chaque fois, c'est une langue qui disparaît, à laquelle on ne peut plus répondre. Et pour tous les traders, c'est le même rituel. Un déjeuner gastronomique, avalé sur le pouce. Les marchés financiers ne font jamais de pause. Chaque trader passe des centaines d'ordres par jour. Au total, l'ensemble des traders effectuent près de 900 000 opérations par mois pour le compte de leurs clients. Des clients souvent très pressés. Là, il y a de l'adrénaline, vraiment, où faut passer le moins de temps possible avec chaque client, mais être le plus efficace, répondre à leurs questions, passer leurs trades et enchaîner. En fait, il y a plus d'adrénaline ici les jours où c'est... IG Market, Guillaume? You have to wait. There is pre-market in Nasdaq, but... Hello? Okay, fair enough.
Là, il me demandait un prix sur une action américaine qui va ouvrir dans 13 minutes. Et il a raccroché. Il avait visiblement l'air pressé. Il a raccrochonné. Ouais, il m'a raccrochonné, ouais. Ça arrive régulièrement, les gens qui demandent un prix. Où est tel prix qu'est-ce qui se passe sur mon compte? Et puis, dès que vous leur avez donné la réponse, bang, ils sont déjà partis ailleurs. Ils n'ont pas dit au revoir, ni rien. Tout l'après-midi, les téléphones ne cessent de sonner dans une ambiance assourdissante. Et à une demi-heure de la fermeture des bourses européennes, le rythme s'accélère encore. C'est le moment où les clients veulent récupérer leurs gains. Mais aujourd'hui, tout ne se passe pas comme prévu. C'est l'alarme incendie. Guillaume semble un peu perdu et ne sait pas quoi faire. Ça pouvait pas plus mal tomber, c'est pas possible. Ça s'est jamais présenté comme cas. Mais l'alarme incendie n'est pas un exercice. Un feu s'est déclaré au... C'est pas possible. Ça s'est jamais présenté comme cas. Mais l'alarme incendie n'est pas un exercice. Un feu s'est déclaré au 4e étage et les traders sont obligés d'évacuer l'immeuble sans pouvoir en avertir leurs clients. Les traders sont regroupés sur le trottoir sans savoir ce qui va se passer pour leur portefeuille d'actions. C'est un très mauvais moment, c'est le moment juste avant la clôture où les gens doivent dénouer leur position, les gens veulent savoir ce qui se passe sur les ordres qu'on travaillait pour eux. Il n'y a personne pour répondre à leurs appels maintenant. J'ai aucune idée de ce qui va se passer, comment ça se passe. 3 quarts d'heure plus tard, le début d'incendie est maîtrisé et les traders sont autorisés à entrer dans le bâtiment. À peine revenu à son poste, Guillaume tente de reprendre les choses en main. Il appelle un par un tous ses clients pour les informer de la situation de leur portefeuille et fait les dernières vérifications de ces transactions. Des vérifications qui lui prendront plus d'1 heure. Heureusement, il n'y a pas eu de catastrophe. Son salaire de 2 500 € par mois l'oblige à vivre en colocation dans une petite maison de la banlieue de Londres. C'est donc en métro qu'il rentre chez lui. 45 minutes plus tard, Guillaume arrive enfin à son domicile. S'il a choisi de s'installer à Londres, c'est parce qu'il pense qu'il aura plus de chances de réussir ici qu'à Paris. C'est la capitale financière européenne, peut-être même mondiale maintenant d'ailleurs en termes de capitaux gérés. Ici on se sent beaucoup plus libre. Quelqu'un qui arrive ici, peu importe vraiment ses origines, ce qui compte c'est ce qu'il arrive à faire sur le tas. C'est là qu'il va être testé vraiment. Pour Guillaume, tout ne s'est pas passé comme il l'aurait voulu. À son arrivée à Londres, tout juste diplômé, il est recruté par un fonds d'investissement comme trader. Et pour ses débuts dans la finance, la chance lui sourit. Le premier mois où j'ai commencé, j'ai directement gagné. Dès le premier jour, petit à petit, pendant tout le premier mois, ça fonctionnait jusqu'à un certain mois de juillet 2007. Ce mois-là, Guillaume empoche 75 000 €. Croyant en sa bonne étoile, il réinvestit tout sur les marchés. Malheureusement, la crise boursière passe par là et Guillaume est entraîné dans la chute. En quelques jours, il perd tout et se fait licencier. On se sent juste mauvais, médiocre, on se sent juste nul, rabaissé, on perd toute envie de combativité ou ce genre de choses. Ouais, c'est une énorme remise en question, ouais. Beaucoup de doutes autour. Ouais. Il est 20 h, Jérôme a passé la soirée dans un club de striptease branché avec ses courtiers, les personnes chargées de passer les ordres des traders. Sur chaque opération, les courtiers touchent une commission. Ils ont donc tout intérêt à soigner leur relation avec les traders. C'est soirée habituelle, c'est-à-dire que le courtier nous invite parce qu'on est son client et que donc il veut garder des bonnes relations. C'est un des moyens qu'ils ont trouvé pour garder les traders comme clients. Donc on ne peut pas recevoir n'importe quoi. Cette affaire vient de mettre un coup de projecteur sur cette profession de trader. Elle véhicule également l'image du Golden Boy, sans foi ni loi, flambeur, joueur, prêt à quasiment tout pour gagner beaucoup d'argent. Alors cette image colle-t-elle à la réalité? Pour nous aider à répondre à cette question, nous sommes allés à la rencontre de ces traders.
6 h du matin, dans une banlieue huppée de l'ouest parisien. Tout le monde dort, sauf Arnaud, lui commence sa journée très tôt. À seulement 33 ans, Arnaud est trader depuis près de 10 ans et travaille pour la filiale d'une prestigieuse banque anglo-saxonne. Arnaud, toutes les journées commencent aussitôt que ça? Et oui, c'est la dure loi du trading. Donc debout avant 6 h pour le café et puis les infos avant de partir. Et si ces journées commencent si tôt, c'est qu'Arnaud doit être à son bureau dès 7 h 30. Alors avant de prendre la route, il profite de son seul moment de calme de la journée pour s'informer des dernières nouvelles économiques. Là, c'est un petit peu se mettre en contact avec l'information, voir s'il y a des entreprises qui ont publié, si éventuellement il y a d'autres types d'informations liées à l'économie. On peut penser qu'en fonction de l'actualité économique ou même microéconomique, on va pouvoir faire des paris sur des entreprises ou sur une évolution du marché dans la journée. 6 h 30, toujours ponctuel, Arnaud quitte son domicile, direction le 8e arrondissement de Paris. Jusqu'à 19 h, il restera arrivé à ses écrans d'ordinateur, suivant les moindres variations de la bourse, prêt à acheter et vendre des actions. Arnaud peut à lui tout seul miser sur les marchés jusqu'à 100 millions d'euros, une somme colossale qui n'autorise pas la moindre faute d'inattention. On passe des centaines d'ordres au quotidien et donc forcément on est obligé d'être là, je veux dire, aux aguets des fluctuations. Sur une journée au global, je pense que le plus gros gain, ça devait être de l'ordre d'1 million d'euros. Donc 1 million d'euros, si on multiplie ça par 5 et puis ensuite par 4, si on faisait ça tous les jours, ça ferait 20 millions d'euros par mois, multiplié par 11 ou 12, ça fait tout de suite des énormes chiffres. On aimerait que ça soit comme ça tous les jours, malheureusement c'est pas le cas. Forcément on se souvient des plus grosses pertes, parce qu'il faut tirer les enseignements de ce qui n'a pas marché aussi. Je me souviens d'une perte particulière il y a pas si longtemps en fait, où les marchés se sont mis à décaler d'un coup. C'était une perte de l'ordre de 300 000 euros. BFM, il est 7 h. Dépréciation d'actifs de 19 milliards de dollars, ce sont bien des dollars là, pour banque suisse UBS. On a 19 milliards. Bah alors ça c'est une grosse nouvelle par exemple. Ça c'est une grosse nouvelle parce que 19 milliards c'est largement supérieur à ce que le marché pouvait prévoir. Et donc ça risque d'avoir un impact très négatif sur le marché. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas encore au bureau, mais on commence déjà à avoir des pistes sur la stratégie qu'on va pouvoir mettre en place. La perte financière enregistrée par la banque suisse va influencer les choix d'Arnaud pour la journée. À titre personnel, elle le touche particulièrement, car c'est dans cette banque qu'Arnaud a débuté sa carrière en 1998. Les cotations à la Bourse de Paris n'ouvrent qu'à 9 h. Il ne reste donc qu'1 h 30 à Arnaud pour affiner sa stratégie. Au même moment, à l'autre bout de Paris, dans cette voiture de sport, Nassim, 37 ans, trader pour une grande banque française. Comme tous les jours, il retrouve 2 collègues dans un café proche de son bureau. Dans leur contrat, ces traders ont une clause de confidentialité. C'est pour cela qu'ils ont décidé de témoigner à visage caché. Pour ces traders, la première préoccupation de la journée est toujours la même, vérifier les dernières infos financières. 3,55 et puis 4 pour le numéro de la Nasdaq. Incroyable. Finalement, la bourse, elle nous a jamais. C'est 24 heures sur 24. Ah, c'est 24 heures sur 24. Exactement, c'est un flux tendu. On est dans un métier où il faut rester au courant. Vivre avec l'information fait partie intégrante de notre métier. Nassim est trader depuis plus de 10 ans, mais aujourd'hui, usé par le stress et la pression de son métier, il s'interroge sur son avenir professionnel. Et depuis le mini-crack boursier, ses doutes n'ont fait qu'augmenter. Honnêtement, cet été, à un moment donné, on pensait que c'était la fin du monde. En 10 ans de carrière, ça a rarement été comme ça. Le plus amusant quand même, c'est que maintenant, c'est pire, c'est-à-dire que la situation est plus mauvaise maintenant par rapport à cet effet. Entre-temps, à ce mini-crack boursier s'est greffée l'affaire Kerviel. Une affaire qui revient inévitablement dans les conversations et qui pour ces traders demeure un mystère.
C'est vrai que quand on parle de marché volatile, ce qui s'est passé sur l'histoire Jérôme Kerviel, c'est un exemple même. C'est-à-dire que personne n'était au courant de ce qui se passait, le marché commençait à déballer, on ne comprenait pas ce qui se passait. Et on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait derrière, un acteur qui appuyait sur le marché, mais on ne savait pas ce qui se passait. Quand on n'a pas accès à une information, c'est là où ça commence à devenir dangereux. Il y a des gens qui savaient, parce que 2 jours avant, on entendait déjà, ouais, Soggen va annoncer un truc, on perd de 40 milliards. Il y avait des rumeurs, il y avait des choses. Il y avait déjà des rumeurs, donc les gens avaient déjà l'info. C'est une affaire difficilement compréhensible, surtout à notre niveau. C'est inimaginable, c'est démesuré. Merci, comment vous vous sentez avant d'aller travailler? On se sent tout excité, les amis. Ouais, tous les matins, on est content. C'est une nouvelle journée qui commence. Là, ça va être la découverte encore. Il n'y a aucune journée qui ressemble à une autre. Tous les jours, c'est un challenge, c'est une course à la réussite. Et cette journée ne commence pas sous les meilleurs auspices. La veille, le prix du pétrole et de l'euro ont atteint des sommes records, entraînant une nouvelle chute des marchés financiers. En plein cœur de Paris, nous entrons dans la salle des marchés de la société Groupama. Un lieu dans lequel les caméras ne sont généralement pas admises. Philippe-Henri Burlisson en est le directeur. Il passe de poste en poste pour faire le point sur les dernières infos avec ses traders. Ici, vous êtes dans la salle de gestion des obligations et des taux de Groupama Asset Management, qui est la filiale de gestion d'actifs de Groupama SA. La salle des marchés, c'est l'antre des traders. Mais l'époque de la corbeille où des hommes s'agitaient et vociféraient leurs ordres d'achat est depuis longtemps révolue. Définitivement, une page est tournée. Mercredi, la corbeille sera devenue un objet de musée et aura fait place aux terminaux d'ordinateurs. La criée aura cédé sa place au système de cotation en continu, assisté par ordinateur. Aujourd'hui, l'atmosphère est plus sereine. Sur ces écrans, les cours de la bourse en direct et toutes les informations en temps réel. Donc ici, par exemple, on a un certain nombre d'indicateurs sur le marché des taux d'intérêt. On suit également les évolutions d'un certain nombre d'indices crédits. On suit l'évolution du pétrole, de l'euro-dollar. Et puis il y a un autre écran que je peux vous présenter ici, où on retrouve toutes les informations économiques qui vont tomber aujourd'hui. C'est ce que vous retrouvez en blanc sur les différentes zones, aux États-Unis, ici en zone euro dans les principaux pays. Donc voilà, c'est le genre de choses sur lequel on est très attentif tous les jours. L'idée, c'est surtout de réagir à toutes les données qui tombent et de revoir nos stratégies le plus rapidement possible dans les portefeuilles. La conséquence de ça, c'est de faire des ventes et des achats pour répondre à notre nouvelle stratégie. Dans cette salle, les femmes représentent 30% des effectifs, une originalité dans ce monde très masculin où 90% des traders sont des hommes. Les femmes, jugées alors trop émotives, étaient même interdites de toute activité boursière jusqu'en 1967. Aujourd'hui, Stéphane, un autre trader, est en difficulté. Depuis le début de la matinée, il cherche désespérément des acheteurs pour des actions en forte baisse. Tous les indicateurs sont dans le rouge. L'objectif du trader, c'est de réaliser une performance la plus élevée possible. 20 millions d'euros, si on multiplie ça par 5, puis ensuite par 4, si on faisait ça tous les jours, ça ferait 20 millions d'euros par mois. Je dirais, ils ne doivent pas faire ça toute leur vie, parce qu'effectivement, on arrive à un moment où peut-être que, d'un point de vue physique, d'un point de vue stress, ça peut devenir dangereux. C'est le métier qui veut ça. C'est-à-dire, c'est un métier à pression. Voiture de luxe, costume de grand couturier, appartement de milliardaire, l'image des traders véhiculée par le cinéma est tenace. Le monde de la haute finance demeure un univers mystérieux et les traders préfèrent évoluer dans l'ombre. Pourtant, parfois l'actualité braque ses projecteurs sur ces maîtres de la bourse. Son nom fait la une de toute la presse. Jérôme Kerviel, l'homme qui a fait sauter la banque. Ce trader de la Société Générale est à l'origine de la plus grande fraude financière de l'histoire. 5 milliards d'euros, une somme absolument colossale. Tout le monde se demande comment de telles malversations ont pu être possibles sans que personne ne s'en aperçoive. Jeudi 24 janvier, devant un parterre de journalistes médusés, Daniel Bouton, PDG de la Société Générale, annonce que la banque a perdu près de 5 milliards d'euros sur les marchés financiers. Le 21 février. La conférence de presse, cette annonce à ce moment-là, a véritablement fait l'effet d'une bombe sur tout le monde. Il y a eu d'ailleurs on l'a senti dans les réactions même des journalistes à ce moment-là. Daniel Bouton annonce que le coupable est identifié. Cette perte serait l'œuvre d'un trader fou
qui a engagé la banque à hauteur de 50 milliards d'euros. Cet homme seul avait construit cette entreprise en utilisant les instruments Société Générale et en trouvant l'intelligence, parce qu'il faut le dire, de réussir à échapper à toutes les couches de contrôle que nous avons. Cet homme, c'est Jérôme Kerviel, totalement inconnu jusque-là. Son nom fait alors la une de l'actualité dans le monde entier. The focus here at the bank's headquarters on Monday would have been on selling the huge stock holdings Kerviel had accumulated. Jérôme Kerviel mutmaßliche Milliardenversenker zum Angriff. Trading bets that cost the bank $7 billion. Partout la même question, qui est ce mystérieux trader? C'est quelqu'un qui vient d'un milieu modeste. Son père était professeur dans une école de chaudronnerie. Sa mère avait un salon de coiffure. Il vient de Bretagne, d'un village en Bretagne. C'est quelqu'un qui n'a pas fait les meilleures études. Il a fait un master en finance à Lyon. Il est passé par l'université alors que les grands traders sont recrutés dans les grandes écoles de commerce. Donc c'est quelqu'un qui a une soif de reconnaissance, qui a envie de vous montrer qu'il est vraiment capable d'être un trader, d'être un grand trader. Il le dit lui-même un petit peu, il veut montrer qui est vraiment Jérôme Kerviel. Obsédé par son ambition, son parcours est exemplaire. D'abord contrôleur de risque, puis assistant trader, il gravit un à un tous les échelons pour enfin devenir trader. Mais dans la salle des marchés, il conserve un sentiment d'infériorité. Jérôme Kerviel, lui, c'est un petit trader, donc il gagnait peu par rapport aux stars de la finance. Donc son salaire fixe, c'était aux alentours de 60 000 euros. Il touchait un bonus qui l'a amené effectivement en 2006 donc son salaire total c'était 100 000 euros. Les stars de la finance peuvent toucher 1 million d'euros pour un bon trader qui rapporte beaucoup d'argent à sa banque. Donc il voyait bien qu'il y avait une différence avec les autres traders. Il voyait bien qu'il n'était pas comme eux, il voyait bien qu'il ne toucherait pas autant d'argent qu'eux, et il avait envie de leur montrer qu'il était même meilleur qu'eux, qu'il était capable de gagner encore plus d'argent qu'eux. Pour gagner plus d'argent que les autres, Jérôme Kerviel décide de prendre des risques. Pour cela, il mise des sommes beaucoup plus importantes que celles qui lui sont permises. Nous sommes en 2005 et c'est l'été. Il a une première fois joué comme ça au moment des attentats de Londres sur la baisse du titre Allianz, donc un assureur allemand, et il a gagné ce jour-là une somme de l'ordre de 500 000 euros. Et il s'est rendu compte que ça passait très bien, qu'il l'a déclaré à ses chefs. Ses chefs lui ont dit c'est pas bien de pas avoir fait selon les règles, mais comme tu as gagné de l'argent, c'est bon. Pendant 2 ans, Jérôme Kerviel fait gagner beaucoup d'argent à la Société Générale et prend de plus en plus de risques. En 2007, le trader bat même tous les records de bénéfices. Pour l'année 2007, Jérôme Kerviel est le trader qui a fait gagner le plus d'argent sur un seul coup à sa banque. Là aussi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, c'est que dans l'histoire, on n'a jamais vu un trader qui avait fait gagner à sa banque 1,5 milliard pour l'année 2007, avant de tout perdre ensuite. Mais ça s'était jamais vu. Pour atteindre ce chiffre record, Jérôme Kerviel a dû miser des sommes d'argent astronomiques qui dépassent de très loin les limites autorisées par la banque. Mais il craint que sa direction le découvre et préfère alors dissimuler son gain. Une fois qu'il a gagné autant d'argent, il est arrivé effectivement à une situation où s'il avait déclaré qu'il avait gagné 1,4 milliard, il risquait de se faire licencier parce qu'il n'avait pas respecté les règles. En même temps, il était fier de lui-même et il avait ce double désir, à la fois de le dire et de ne pas le dire. Donc il décide de faire une fausse transaction destinée à cacher son gain réel. Et cette fausse transaction a alerté les services de contrôle des risques, qui s'appellent les risk managers, qui là ont fait un calcul à partir des ratios de fonds propres engagés par la banque à ce moment-là. Et ils se sont rendus compte que les chiffres étaient délirants. En effet, le trader a misé sur les marchés près de 50 milliards d'euros. La Société Générale prend peur et décide de réagir. La banque n'a pas vraiment le choix, donc elle découvre qu'il y a 50 milliards engagés sur les marchés. 50 milliards, c'est une position qui est supérieure à ses fonds propres. Si jamais les marchés s'écroulent, eh bien la banque disparaît. Elle n'a pas assez d'argent pour faire face. Donc elle décide de tout liquider le plus rapidement possible. Et la Société Générale fait ça discrètement, donc elle confie ça à un trader expérimenté, sans le dire à personne au sein de la banque.
Seules quelques personnes sont mises au courant et le débouclage est fait dans l'urgence. Une opération qui se solde par une perte de 5 milliards d'euros. La Société Générale n'est pas passée loin de la catastrophe. Là, on est déjà dans des chiffres qui font peur. C'est-à-dire que 5 milliards d'euros sur une seule personne, sur une seule position. Je veux dire, on va avoir du mal à battre ça, c'est le nouveau record à battre, donc aujourd'hui le concours est ouvert, si des gens veulent se présenter ils peuvent y aller, mais je pense qu'on aura du mal. Est-ce que ça aurait pu être plus grave? Ça peut toujours être plus grave, mais on a du mal à imaginer comment ça aurait pu être plus grave. Si ça aurait pu être plus grave, c'est-à-dire perdre beaucoup plus d'argent, et que la Société Générale ne puisse pas le lundi, compte tenu de la perte qu'elle avait, assumer ses obligations. Le pire a été évité, mais les bureaux de la Société Générale sont perquisitionnés et ses principaux dirigeants interrogés. Jérôme Kerviel est mis en examen et écroué. 5 semaines plus tard, il sort de prison sous contrôle judiciaire jusqu'à un éventuel procès. Jérôme Kerviel retrouve la liberté, décision de la Cour d'appel de Paris. Le trader de la Société Générale a quitté la prison de la Santé. Il reste soumis à un contrôle judiciaire très strict. À la Société Générale. Depuis le début de l'affaire, Jérôme Kerviel a fait la une des médias et est devenu une star. Sur le net, les internautes se déchaînent et font de Kerviel un martyr du capitalisme. Mettre à l'honneur un jeune inconnu nommé Jérôme Kerviel qui venait de jeter 5 milliards dans une poubelle. Il vaut des milliards en or, en dollars, Juste une question, monsieur, vous êtes à la Société Générale? À votre avis, connard! Ouf, un joueur de poker, mais un joueur de poker qui jouerait la chance. Je crois que les grands joueurs de poker sont au contraire des gens qui ont une approche ultra scientifique de leur et ultra logique, cognitive de leur jeu. Et le trader, il est un peu comme ça. C'est pas le joueur de poker du dimanche. Le trader doit justement avoir une distance par rapport à l'argent. Lorsqu'il est en train d'exécuter ses opérations, il ne se préoccupe que des résultats financiers, il risque de se faire très mal pour une raison précise, c'est qu'après un gain, il se sentira invincible et prendra des risques de plus en plus importants, ou après une perte, il doutera de ses compétences et prendra également dans cette situation des risques importants puisqu'il est victime d'un biais psychologique extrêmement connu qui s'appelle l'aversion aux pertes. En situation de perte, les individus sont dans une situation d'inconfort et refusent de regarder la réalité en face, et au lieu de sortir de cette position et d'accepter, d'assumer finalement cette perte, ils s'entêtent et prennent des risques de plus en plus importants. C'est de cette façon que ces dernières années, quelques traders ont connu des pertes astronomiques. Au palmarès des traders les plus fous de l'histoire, le grand gagnant est Brian Hunter. Ce Canadien de 32 ans parie en 2007 sur la hausse du gaz naturel. Mauvaise intuition, il perd 6 milliards et demi d'euros. Numéro 2, Yasuo Amanaka, il perd près de 2 milliards d'euros en 1998. Numéro 3, John Rusnak, avec 500 millions d'euros de pertes. Mais le plus célèbre d'entre eux reste Nick Leeson. Toute la presse britannique cherche à comprendre depuis ce matin comment un jeune courtier de 28 ans a pu ruiner pratiquement à lui tout seul l'une des plus anciennes banques du Royaume-Uni dont il était l'employé, la Barings, aujourd'hui en faillite, comptait parmi ses clients la reine d'Angleterre en personne, et Nick Leeson, le jeune courtier en question, est aujourd'hui introuvable. En 1995, Nick Leeson est trader à Singapour lorsqu'il perd à lui tout seul près d'1,5 milliard d'euros. Déjà à l'époque, cette affaire provoque un choc dans l'opinion publique et suscite des interrogations sur le pouvoir des traders. C'est incroyable vraiment qu'une seule personne puisse être responsable de telles sommes d'argent. Après 2 mois de cavale, Nick Leeson est arrêté et condamné à 6 ans de prison. Mais cette affaire fait également sa fortune. Son autobiographie devient un best-seller et est adaptée pour le cinéma avec Ewan McGregor. C'est pour éviter ce type de catastrophe que toutes les banques ont des systèmes pour contrôler leurs traders. Retour chez Groupama. Ici, il y a 8 contrôleurs de risque pour 20 traders. Leur rôle est de vérifier que les risques pris par les traders ne sont pas trop élevés. Mais surprise, les contrôleurs n'ont pas pour rôle d'empêcher la prise de risque, mais seulement d'éviter qu'elle ne dépasse certaines limites. Le contrôle des risques n'est pas là pour empêcher les gérants de prendre des risques, mais au contraire
pour les aider à prendre ces risques à bon escient. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire de performance sans prendre de risques, et donc il convient de prendre en fait les bons niveaux de risque et de positionner ces risques sur les bons endroits, sur les facteurs sur lesquels on souhaite être sensible pour générer de la performance pour les fonds. Il est 18h, les traders viennent de clôturer leurs comptes et de les envoyer à leurs contrôleurs, à eux de les vérifier. En cas de dépassement, on est là pour avertir immédiatement la gestion pour dire qu'il y a un dépassement sur tel ou tel type de règles d'investissement. Dès qu'une valeur est calculée, on peut tout de suite voir ces portefeuilles et donc la réactivité est assez forte. Donc ça fait que les dépassements, il y en a de temps en temps, on va pas vous dire qu'il n'y en a pas, mais c'est assez mineur et donc ils sont tout de suite remis à niveau. Avec ce type de contrôle, est-ce qu'il est possible qu'un trader puisse dissimuler un dépassement ? Ils ne peuvent pas dissimuler. Enfin, ça ne se fait pas. Vu la façon dont se fait la validation des portefeuilles, la validation de tous les portefeuilles, il est impossible. Je touche du bois, mais il n'est pas possible de pouvoir dissimuler le véritable état d'un portefeuille. En tout cas, chez Groupama, il est impossible de pouvoir falsifier entre parenthèses un portefeuille. Or, depuis l'affaire Kerviel, les contrôles effectués dans les établissements financiers sont l'objet de toutes les interrogations. Car l'explication du trader fou ne semble pas convaincre les journalistes et les économistes. Dès les premiers jours, cette thèse est même remise en cause dans la presse. Dans ses premiers articles, Nicolas Cory, le journaliste de Libération, pointait déjà ces zones d'ombre. Donc là on était le 28 janvier, une énigme 3 questions. Un trader peut-il investir 50 milliards d'euros tout seul? Comment échappe-t-il au contrôle? Et comment la banque finalement a perdu ses 4,9 milliards? Il y a deux possibilités dans l'affaire Kerviel. Soit il a agi seul, et dans ce cas-là, on peut dire globalement que c'est l'équivalent d'une banque qui ouvrirait tous ses coffres au public, donc il suffit d'entrer et de se servir. Soit il n'a pas agi seul, et ça serait tant mieux pour la banque, parce qu'on arriverait à prouver que finalement la banque a mis en place ses contrôles, mais qu'ils étaient tellement forts, et qu'ils étaient plusieurs, et que c'était un gang organisé. S'il s'avère que ce n'est pas un gang organisé, ce qui a l'air d'être le cas, on est dans la situation la plus absurde qu'on puisse imaginer. Il est assez difficile, quand on a travaillé en salle des marchés depuis des années, d'imaginer qu'une seule personne puisse prendre autant de positions, avec en plus peu d'expérience finalement, même si elle a réussi, je dirais, à passer certaines firewalls, c'est-à-dire des contrôles, mais au-delà de ça, il est évident que ça paraît un petit peu gros. Il y a une enquête, donc l'avenir dira de quoi il en retourne, mais il y a beaucoup de zones d'ombre qui font que globalement on a du mal à croire la version officielle. 20h, nous retrouvons Nassim et ses deux collègues traders. Ils se rendent dans un bar pour décompresser après leur journée de travail. Les problèmes de contrôle dans l'affaire Kerviel ont surpris tout le monde financier, y compris ces trois traders, pour qui les contrôles sont plus qu'efficaces. On est contrôlé par comme a dit Thibault, par des limites. Dès lors que les limites, surtout sur la perte, sont atteintes, il faut couper la position. En fait, tu as des limites en termes de risque, tu peux prendre une position plus grosse que tu n'as le droit, et tu es limité en termes de pertes, on va dire financières, tu vois. Sinon, ça ferait des traders fous partout. Quelqu'un qui va exploser ses limites dans la journée, le soir même, il sera contrôlé. Tes vacances. Ah ouais. Ce soir, on fête aussi le départ en vacances de Thibault, une semaine de repos loin des aléas du monde boursier. Il faut quand même se rendre compte que c'est un métier qui est difficile au niveau nerveux. C'est un métier qui requiert une grande force de caractère. Ah, ça use, ouais. C'est fatigant. C'est fatigant. Ça use le mental. Mentalement, t'es fatigué, quoi. Ça t'atteint physiquement. Peut-être pas physiquement. Le trading a été identifié comme un des 3 postes générant le plus de stress dans une banque. Depuis quelques mois, 3 cas de suicide ont été recensés dans les établissements financiers. Malheureux concours de circonstances, un de ces suicidés concernait un trader de la Société Générale. Une information passée inaperçue jusqu'à l'affaire Kerviel. Un saut fatal depuis une passerelle enjambant une route à quelques pas de l'Arche de la Défense. Un cas qui illustre pour les syndicats la course au bonus et la grande solitude des traders. Pour beaucoup de traders, le sport devient un exutoire. Ce soir, comme 2 fois par semaine, Nassim se rend dans son club de sport. Un club très sélect où il vient se détendre pour oublier le stress des marchés financiers. Eh ben là, c'est le meilleur moyen de se détendre, de manière à rentrer à la maison avec la tête complètement vide. On oublie tout, et puis ça permet de rester zen, de contrôler des situations. Le sport, c'est une discipline. Une discipline qu'il s'est imposée dès ses débuts. Avant de devenir trader et de gérer des dizaines de millions d'euros, Nassim a été durant 3 ans assistant trader.
Un passage obligé qu'il qualifie lui-même d'ingrat, mais qui lui a permis d'apprendre le métier. C'est pas un métier que tout le monde peut faire. Il faut faire ses preuves, il faut passer une longue période d'apprentissage. Il n'y a personne qui donne à une autre personne une somme d'argent pour jouer. C'est pas un jeu, c'est un métier sérieux dans lequel il y a beaucoup de règles qui sont définies et on peut pas faire ce qu'on veut. Aucun individu ne peut se dire du jour au lendemain je suis un bon trader. Ça demande un travail de longue haleine. Ça demande une meilleure connaissance. On essaye de vendre des positions que nous avons dans nos portefeuilles sur le marché, tout simplement. Parce que nous considérons que le risque que nous portons n'est pas encore suffisamment bien rémunéré. Alors, le problème, c'est qu'actuellement, sur le marché, la plupart des détenteurs veulent les vendre. Les coups de téléphone se succèdent, le stress monte, mais personne ne veut de ces actions. Du CLO de l'émergence jaune. C'est difficilement vendable, je ne vais pas vous cacher la réalité et vous dire que c'est quelque chose qui est facilement vendable. Le marché est extrêmement difficile. Tout le monde... Ouais Fred, c'est impressionnant. Ne pas réussir à vendre, c'est le pire qui puisse arriver dans votre métier? Oui, c'est horrible. C'est horrible. Devant ces difficultés, Philippe Henry, le directeur, intervient. Mais rien n'y fait, Stéphane ne vendra pas ses actions ce jour-là, une journée qui lui aura fait perdre beaucoup d'argent. Nous retrouvons Arnaud. Il est 19h et après une journée stressante, il retrouve le calme de sa maison auprès de sa femme Juliette. Tu nous fais de bon soir. Poulet de légumes, ça te va? Ouais. Ça a été ta journée? Ouais, ça va, un peu dur, mais ça va. Petite bouteille de vin, ça te dit? Ouais, bah tu vois, je sortais des verres à eau, je t'arrive à la main. Ok, on va se faire ça. Arnaud, tu es un passionné de vin? Écoute, ouais, ça fait 5-6 ans que je me passionne pour le vin. Et puis je participe même à des enchères pour garder un petit peu la même philosophie que les marchés, on va dire. Et je suis plus particulièrement passionné par le Bordeaux. Voilà, donc là en l'occurrence on sort un petit 2000, un Pauillac. C'est plutôt une bonne bouteille. T'as combien de bouteilles là? Écoute, avec cette cave et puis ça, je dois avoir 200 bouteilles. Il y a des très bonnes bouteilles, les grands crus, il y a des premiers crus classés. Et puis il me reste une bouteille de Château Margaux 95, grande année. Que ça, on ouvrira peut-être à la période des bonus à la fin de l'année, on l'espère en tout cas. Une bouteille estimée à 700 € qu'Arnaud compte bien garder pour une grande occasion. Ouais, moi tu sais, il y a des jours où c'est un peu plus dur que d'autres. Alors c'est une journée difficile Un peu aujourd'hui? plus dur, ouais. On a au moins cet avantage-là, c'est de pouvoir vivre avec toutes les conditions réunies pour se sentir bien une fois qu'on est sorti du cadre du travail, même si on a toujours la pression qui met quelque temps à redescendre. Mais heureusement, on a son soutien quotidien. Une collection de vins millésimés, une maison décorée par un architecte d'intérieur. À 33 ans, Arnaud a réussi et s'est créé un univers doré pour oublier le stress quotidien. Jusqu'à 19 ans, il pensait devenir joueur de foot professionnel. Mais une blessure a mis fin à ses rêves. Pourtant aujourd'hui, son salaire est proche de celui d'un footballeur. Un trader action aujourd'hui à Londres, qui a une dizaine d'années d'expérience, il peut gagner jusqu'à, allez, on peut dire 2-3 millions d'euros par an, bonus inclus. À Paris, c'est déjà plus dur. Et donc, on peut arriver à des niveaux de salaire, allez, on va dire sur des très belles années, de l'ordre de 1 million, 1,5 million d'euros. Une somme énorme, pourtant l'aspect financier n'est pas sa principale motivation. On a toujours la fameuse image de Gordon Gekko, Michael Douglas, dans Wall Street. J'avais cette image, mais c'était pas cette image-là forcément qui m'attirait. C'était vraiment, je pense, le côté pluridisciplinaire de ce métier-là et cette tension
au quotidien, cette capacité à engranger le stress et la volonté d'aller de l'avant aussi pour toujours gagner plus. Quand on a des positions très importantes et quand on est sur des marchés très volatiles comme on a pu connaître récemment avec les problèmes qu'on rencontre sur les marchés américains, c'est omniprésent, hein. On y pense tout le temps. Moi, je trouve que c'est quelque chose qu'Arnaud gère plutôt bien. Donc, quand il rentre le soir, c'est pas quelque chose qu'il va montrer. Par contre, effectivement, on le sent tracassé quand il rentre. Je vois les allers-retours sur l'ordinateur pour surveiller le marché. Et il n'est pas excessivement disponible parce que voilà. Et encore une fois, comme dit Arnaud, ça dépend des journées, ça dépend de ce qui s'est passé sur les marchés. Et il y a des journées où ça se passe très bien et voilà, et tout va bien à la maison aussi. Je comprends qu'il aille regarder, ça le rassure, après il passe une meilleure soirée. C'est vrai qu'il est moins disponible dans sa tête, mais encore une fois, Arnaud, c'est quelqu'un qui arrive pas trop mal à gérer ça. Non, on a une petite règle entre nous, c'est de pas parler boulot en rentrant pour pas justement se prendre trop la tête. Donc il gère ça de son côté, moi du mien. 20h32, les marchés américains ils ferment à 22h, donc 1h30 avant la fin des marchés américains. On a une vraie tendance en principe de là où ils devraient clôturer. C'est bien, les marchés montent, notamment le Nasdaq 1%. Donc demain matin on devrait ouvrir de manière assez positive et ça c'est plutôt de bonne augure. Avant d'exercer son métier à Paris, Arnaud, comme beaucoup de jeunes traders français, s'est expatrié à Londres pendant 4 ans. Une opportunité qui lui a permis d'accroître son expérience et d'accélérer son ascension professionnelle. Londres, au cœur de la City, le quartier des affaires, la capitale britannique est en passe de devenir la première place financière du monde. Ici, la réussite s'affiche et les Français accourent par dizaines de milliers pour tenter leur chance. La plupart des banques françaises y ont délocalisé leurs activités de trading et près d'un tiers des traders est français. 6h30 du matin, dans une banlieue chic de Londres. Nous retrouvons Jérôme, 27 ans. Ce Français, installé ici depuis 2 ans et demi, est trader pour une banque française. Avant de faire sa place au milieu des 300 traders qui travaillent à ses côtés, Jérôme a eu des difficultés pour prendre ses marques et a dû s'adapter au rythme de travail à l'anglaise. Il faut être capable d'être à 7 heures sur sa chaise, à travailler dès la première seconde. Il y a déjà les courtiers qui sont là depuis 1 heure, ils savent ce qui se passe, ils hurlent les prix dans la boîte toutes les 5 secondes. Donc il faut vraiment être au taquet dès la première seconde. J'ai quand même galéré pendant 1 an à peu près, à m'adapter au rythme, etc. Mais au bout d'un certain temps, on se rend compte que finalement c'est plutôt pas mal. Moi, c'est ce qui me pousse à me lever le matin. En moins de 3 ans, Jérôme a réussi à se faire une place dans le trading et est aujourd'hui sur le chemin de la réussite. Mais depuis quelques semaines, ses résultats sont catastrophiques et ne présagent rien de bon pour ses bonus de fin d'année. En ce moment, c'est la poisse, il y a plein de gens qui ont la poisse. Même les traders qui font d'habitude beaucoup d'argent, ce mois-ci, il y en a qui perdent énormément. Et il y a des mecs qui sont au bord de la crise de nerfs. Moi je résiste un peu, mais j'ai perdu énormément d'argent la semaine dernière. Je suis à 0 sur l'année d'ailleurs. Mais l'important c'est de ne pas se focaliser sur la perte aussi. Parce que si tu te focalises sur la perte, tu vas avoir tendance à vouloir dire bon il faut que je me refasse, C'est là qu'il faut garder son sang-froid, toujours penser à la stratégie, toujours réfléchir intelligemment au lieu de se focaliser sur la perte que tu as faite ou vouloir absolument te refaire. Mais c'est pareil au casino d'ailleurs. Le mec qui veut se refaire, généralement c'est là qu'il perd le plus. Parce qu'il n'a pas de stratégie. Avoir une stratégie, c'est la clé pour réussir dans le trading. Les traders sont avant tout des stratèges et non des joueurs. Le trader, c'est tout